Nuit du 16 au 17 mai 1943, 21h. Le premier groupe d'avions s'élance pour prendre part à un des raids les plus audacieux de l'histoire. Suivons durant ces quelques minutes les bombardiers du Number 617 Squadron durant l'opération Chastise. 21h10, une fusée éclaire le ciel. C'est le signal. Les 5 avions de la première vague allument leur moteur. La vague nord ayant une route plus longue jusqu'à l'objectif part avec 15 minutes d'avance sur la vague sud. Tout ne se passe pas comme prévu pour le Flight Lieutenant McCarthy. Son avion a un problème, une fuite hydraulique. Il doit précipiter son équipage dans l'avion de réserve, mais il manque la carte de déclinaison magnétique pour le compas. Il doit d'urgence récupérer la carte à la section des instruments. Il saute dans un camion et roule à toute allure jusque-là. Une fois à destination, il saute du camion pour récupérer la carte des mains de l'adjudant de l'unité, le Flight Sergeant Powell. Durant son saut, son parachute est tombé au sol. Alors qu'il va pour le ramasser, il l'attrape par la poignée d'ouverture. Peu importe, il compte tout de même rejoindre l'avion, avec ou sans parachute. Heureusement, Powell en ramène un autre. Il va pouvoir partir. Mais entre-temps, les Lancasters du Flight Lieutenant Munro, Barlow, du Pilot Officers Rice et du Sergeant Byers ont décollé. Bientôt, l'intégralité de la première vague est en vol. Elle sera rejointe à 21h25 par celle de la vague sud. La vague de réserve, elle, devra décoller vers minuit. À cause du retard de McCarthy, c'est finalement Barlow qui va prendre la tête de la vague nord. Le vol jusqu'à la verticale des côtes néerlandaises se passe sans encombre. Mais arrivé au-dessus du Zuiderzee, un navire ouvre le feu sur la formation. L'avion du Flight Lieutenant Munro est touché. Sa radio et son interphone sont mis hors service. Dans ces conditions, impossible de poursuivre la mission. Le Lancaster fait donc demi-tour. Celui de Byers, lui, s'est égaré au-dessus de l'île de Texel. Problème. Elle grouille de DCA et l'avion se fait sévèrement canarder. Il est même touché à plusieurs reprises. Finalement, il s'enflamme et s'écrase. Rice décide de son côté de plonger pour éviter le barrage de flaques. Il allume ses projecteurs pour voler à 60 pieds au-dessus de l'eau. Malheureusement, la lumière s'enfonce dans l'eau noire et bientôt le Lancaster de Rice touche l'eau. Le fuselage est traversé par une vague. Le mitrailleur de queue manque même de se noyer. Heureusement, le pilote arrive à redresser l'avion. Il reprend de l'altitude, mais il a perdu sa bombe dans l'incident. La mission est finie pour l'équipage de Rice. Le Lancaster de Barlow volait également en rase-motte quand il percute une ligne haute tension. L'avion s'écrase et la bombe explose. Aucun survivant. De la vague dont l'objectif était le barrage de la Sorpe, il ne reste plus que l'avion de McCarthy. Pour la vague sud dont la mission est le barrage de la Maune, le survol des côtes néerlandaises n'est pas de tout repos non plus. Tout comme l'avion de Barlow, le Lancaster de Hastel heurte des lignes haute tension. L'équipage meurt dans l'accident. Les 8 autres avions de la vague sud arrivent cependant en vue du lac de la Maune. Gibson témoigne. Nous avons vu le barrage. Il apparaissait trapu, lourd, invincible. Il était gris et massif dans le clair de lune, indéfectiblement intégré dans le paysage. Des pièces de flak étaient installées sur toute sa longueur et lui donnaient un air de cuirassé. Des tirs provenaient de la centrale électrique en contrebas, des tirs verts, jaunes et rouges qui se reflétaient à la surface, donnant l'impression qu'il y avait 2 fois plus de flak qu'en réalité. Au début, les servants tiraient dans la direction du son des Lancasters, approchant du barrage, mais bientôt ceux-ci allument leurs projecteurs et deviennent ainsi des cibles de choix pour les artilleurs allemands. Les mitrailleurs britanniques ripostent avec leurs mitrailleuses de bord. Celles-ci avaient été chargées avec des munitions spécifiques, plus visibles et plus impressionnantes pour l'ennemi. Gibson raconte alors qu'il s'approche du barrage en rasant les flots. Terry a allumé les projecteurs et s'est mis à me guider. Descendez, descendez, maintenez, maintenez. Nous maintenions l'altitude de 60 pieds lorsque Pulford a réglé notre vitesse en donnant un peu de volée d'intrados afin de ralentir l'appareil, pour ensuite actionner les gaz afin de maintenir l'indicateur de vitesse sur la marque rouge. Spam a commencé à aligner son viseur sur les tours du barrage. Les canonniers allemands nous avaient repérés à cause de nos projecteurs, et ils ouvraient à présent le feu sur nous. Les traçantes arrivaient sur nous en tourbillonnant. Certaines ricochaient sur la surface. C'était un moment effrayant. Nous allions à la vitesse de 6 km et demi par minute, contre notre volonté, vers ce barrage que nous allions détruire. Je pense que les gars n'avaient aucune envie d'y aller. Moi-même, je ne voulais pas. Je me disais, dans 1 minute on sera mort, et puis quoi?
J'ai pensé, c'est terrible, cette sensation de peur. Était-ce de la peur? Nous n'étions désormais plus qu'à quelques centaines de mètres du barrage. J'ai dit à Pulford, préparez-vous à m'extirper du siège si jamais je suis touché. J'ai regardé à l'avant, Spam était rivé sur son viseur, prêt à tout instant à appuyer sur le bouton de largage. Terry continuait à surveiller notre altitude, Joe et Trey étaient à leur mitrailleuse. Je me suis dit, finalement, j'avais déjà vu pire comme tir anti-aérien. Mais là, nous étions très bas. Nos nerfs étaient mis à rude épreuve, l'opération avait quelque chose de sinistre. Mon avion semblait minuscule face à ce barrage gigantesque qui en plus se défendait. Nous volions très près de la surface du lac. Mon mitrailleur tirait sur les défenses allemandes et eux tiraient aussi sur nous. Leurs munitions passaient près de nous en sifflant. Mais comme par miracle, nous n'avons pas été touchés une seule fois. Spam continuait à me guider. Il disait à gauche, un peu plus à gauche, maintenez, on y est presque. Les secondes suivantes sont dans ma mémoire telle une série de clichés kaléidoscopiques. Le crépitement des mitrailleuses de Joe, Pulford recroquevillé juste à côté, l'odeur de cordite, la sueur sous mon masque à oxygène, les traçantes ennemies fusant à proximité du fuselage, l'imprécision des tirs qui venaient de la centrale électrique et soudain Spam criant triomphalement « Bombe larguée ». Quelqu'un a transmis à la radio « Bien joué leader, joli travail ». Et puis bientôt tout était fini. Nous étions hors de portée des canons. Nous avons tous ressenti, je pense, un immense soulagement. L'avion de Gibson s'éloigne du barrage, et alors que les mitrailleurs de queue, le Flight Lieutenant Trevor Roper arrose copieusement les artilleurs allemands au sommet du barrage, une immense gerbe d'eau s'élève de derrière celui-ci. La bombe a explosé, mais n'a pas détruit l'édifice. C'est donc au tour de Hopgood de commencer son approche. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, alors qu'il se fait tirer dessus une colonne de fumée et des flammes commencent à jaillir de l'appareil. La bombe larguée au mauvais moment rebondit au-dessus du barrage et s'écrase sur la centrale électrique en contrebas. L'avion est dans une mauvaise posture, il a du mal à reprendre de l'altitude et une fois à 500 pieds, il explose. Revenons rapidement sur le sort des membres d'équipage. 25 secondes après avoir survolé le barrage, Hopgood ordonne à l'équipage de sauter. L'avion se trouve très proche du sol. Fraser, alors dans le nez de l'appareil, ouvre le panneau de secours dans le plancher de l'avion. L'avion est tellement bas que s'il saute sans déclencher d'abord son parachute, celui-ci n'aura pas le temps de s'ouvrir. Il prend donc la décision de tirer sur la poignée et de jeter la voilure du parachute par la trappe. Le vent s'engouffre très rapidement dans la voilure. Celle-ci gonfle et extirpe Fraser de l'avion qui touche quelques secondes plus tard le sol, indemne. Le seul autre membre d'équipage à survivre au crash est le pilot officer Bircher, mitrailleur de queue. Pour lui, la sortie de l'appareil s'est révélée encore plus compliquée. Lorsqu'il entend l'ordre de sauter, il est coincé dans sa tourelle, dont le système hydraulique est défaillant. Il arrive finalement à la faire tourner manuellement et à voir à ce moment le Sergeant Minchin essayer de sauter en utilisant la même technique que Fraser, mais malheureusement son parachute ne s'ouvre pas. Brutcher a plus de chance. Même si son parachute ne s'ouvre pas complètement, il fait une chute de 70 mètres à laquelle il survit, non sans quelques bleus et égratignures. Fraser et Bircher seront faits prisonniers. Au-dessus du barrage, les Lancasters tournent toujours. Depuis le crash, les avions de Martin et Young ont chacun mis un coup au but. Mais le barrage tient, et au quartier général du 5e groupe, la tension est à son comble. Les précédents TubeKeep ont bien amoché les socles des pièces anti-aériennes du barrage, et à cela s'ajoute le manque de munitions, à tel point que lorsque Maltby commence son approche, une seule pièce est désormais en état de faire feu. Maltby aligne bien l'avion, l'arc sa TubeKeep, et retient sa respiration. La colonne d'eau soulevée par l'explosion empêche de visualiser les dégâts. L'avion de Shannon se prépare à attaquer à son tour lorsque Martin annonce à la radio « Le barrage cède, ça y est ». Une brèche d'au moins 60 mètres de large parcourt le barrage de la Mone. Un code est envoyé au quartier général à Grantham. Wallis souffle un peu. Alors que la vallée derrière le barrage de la Mone commence à être envahie par une immense vague emportant tout sur son passage, les Lancaster se réorganisent. Martin et Maltby retournent en Angleterre. Gibson, Shannon, Maudsley et Knight mettent eux le cap sur Leader, suivi par Young, qui même s'il a déjà largué sa TubeKeep est là afin d'être prêt à prendre le commandement de la mission si l'avion de Gibson est détruit.
Le barrage sur l'Eder est vraiment bien plus difficile à atteindre. Il est situé au fond d'une vallée très profonde et entouré de collines grimpant à pic. Pour s'approcher du barrage, les Lancasters doivent plonger à pic d'une altitude de 300 à 18 mètres. Et très rapidement, une fois passé le barrage, ils doivent remonter tout en virant à droite pour éviter une montagne située à peine 1,6 km de celui-ci. L'approche demande donc bien plus d'adresse que celle sur la Maune. L'avantage de cette situation est que le barrage n'est pas défendu par des canons anti-aériens. Le Lancaster de Shannon file en premier vers le barrage, mais il descend trop lentement et rate son passage, ainsi que ses 5 autres essais. Il demande alors à Gibson de laisser un autre pilote tenter les approches, le temps qu'il se familiarise avec la topographie de la zone. C'est donc Maudslay qui commence sa manœuvre d'approche. Après 2 tentatives, il arrive enfin à se placer à 60 pieds de la surface de l'eau. Cependant, il va trop vite, et la Youpkip qu'il vient de larguer explose en touchant le sommet du barrage alors que le Lancaster est juste au-dessus. Gibson n'arrive pas à contacter à la radio Maudslay et son équipage. En fait, l'avion ne s'est pas crashé tout de suite. Il a volé pendant encore 45 minutes et a parcouru 200 km avant d'être atteint par des tirs de DCA au-dessus de Heinrich am Rhein. Tous les membres d'équipage meurent dans le crash. Au-dessus du barrage, Shannon retente un passage et arrive à mettre un coup au but. Mais le barrage tient bon. Il ne reste plus que la Youpkip de Knight qui arrive à toucher le barrage à son 2e essai, le faisant céder. La nouvelle arrive jusqu'à Grantham où beaucoup d'applaudissements retentissent. Gibson dit « La vallée de l'Eder avait un dénivelé plus raide que celle de la Roure. Nous avons suivi le mur d'eau sur une partie de la route. Il faisait 9 mètres de haut et renversait tout sur son passage. Il était constitué de 6 vagues qui emportaient absolument tout sur leur passage. Elles éteignaient les lumières comme si une immense ombre venait d'envelopper la terre. Du côté du barrage de la Sorpe, il ne reste plus que l'avion de McCarthy. Il arrive à placer sa Youpkip après 4 passages. Celle-ci explose mais le barrage n'est pas détruit. Il semble cependant être parcouru par des fissures. Mais l'eau ne s'échappe pas de celle-ci. De la vague de réserve, Brown et Anderson sont envoyés. Le Lancaster de Burpee a été détruit peu avant vers Gilserian. Une fois sur zone, Brown et Anderson remarquent qu'un brouillard épais rend l'approche compliquée. Après 10 passages, Brown arrive à atteindre le barrage mais celui-ci n'est toujours pas détruit. Cependant, bientôt le brouillard est bien trop épais et Anderson ne peut plus commencer d'approche. L'objectif est abandonné au profit du barrage de Lister et du barrage sur le lac de Lenepe qui sera atteint mais pas détruit. Celui de Lister en revanche ne sera pas touché. L'avion qui devait y aller a été entre-temps détruit par la flaque. Le trajet du retour ne sera pas de tout repos pour certains Lancasters, à l'image de celui de Young, probablement détruit par un chasseur au large d'Imud. Ainsi, ce ne sont pas moins de 8 Lancasters qui ne rentrent pas à la base. Sur les 133 hommes qui sont partis en mission, seulement 77 rentrent à la base. Ainsi se pose la question de la valeur de l'opération. Ces pertes valaient-elles le coup? Quels sont les dégâts provoqués par la destruction de ces barrages? Du barrage de la Maune, ce ne sont pas moins de 135 millions de mètres cubes qui se sont déversés dans la vallée en contrebas, emportant sur son passage les routes, voies ferrées, lignes téléphoniques. Au total, ce sont 30 km de voies qui disparaissent avec les flots. À cela s'ajoute la destruction de 25 ponts, 11 usines, des dommages sur 21 autres ponts et 114 usines, 15 centrales électriques et 25 stations de pompage. Les pertes humaines sont lourdes. 1579 morts dans la vallée de la Roure, plus des centaines de disparus. 6000 têtes de bétail ont été emportées par les eaux. 32 fermes sont isolées et 4000 hectares de terres agricoles sont inondés. Du côté du barrage de l'Eder, le bilan est moins catastrophique. 68 morts sont à déplorer. 50 hectares de terres agricoles disparaissent. L'aérodrome aux environs de Fritzlar est inondé. La gare de Girfilst est sans dessus-dessous. Les dégâts sont certes impressionnants, mais à un niveau stratégique, que penser de ce raid? Il aura été une réussite incontestable, portant un gros coup sur l'industrie allemande. Les réserves d'eau nécessaires pour le fonctionnement de l'industrie lourde allemande doivent être rapidement reconstituées. Pour ce faire, ce ne sont pas moins de 7000 travailleurs, dont beaucoup d'ouvriers spécialisés qui sont transférés des chantiers du mur de l'Atlantique à la reconstruction du barrage. Le barrage de la Maune sera réparé dès le 24 septembre. Pour le barrage de l'Eder, il faudra attendre l'été 1944 et les réparations sur celui de la Sorpe se terminent en octobre 1943.
Les effets sur l'industrie ne se font sentir que jusqu'au 27 juin. Là se trouve le paradoxe de l'opération Chastise. Les succès de l'opération ne seront pas entretenus par des raids empêchant la remise en route des infrastructures. Albert Speer dira de ce manque de suivi « Ils ont manqué une occasion unique », un avis partagé par Wallis qui ressentira une énorme frustration en voyant les Allemands réparer les barrages sans subir d'autres raids. Speer s'étonnera aussi de la moindre priorité donnée à la destruction du barrage de la Sorpe, dont la destruction aurait selon lui été encore plus catastrophique. Ainsi, les effets de l'opération Chastise se situent peut-être plus dans le merveilleux coup de fouet au moral qu'ont procuré aux Alliés les images des vallées inondées, et dans le poids diplomatique qu'a cet assaut pour l'Union soviétique. Elle sera ainsi la démonstration que les Anglais peuvent eux aussi frapper fort.